Merci à tous d'être là. Du coup, aujourd'hui, on va discuter infra, on va parler pentest, on va parler CTF. Je veux que ça soit une conf assez dynamique, donc comme je connais pas trop le public auquel je m'adresse, que ce soit en ligne ou ici, si c'est pas assez technique et que vous voulez qu'on rentre dans les détails, dites-le moi. Si au contraire, des fois il y a des trucs, c'est un peu flou, vous m'arrêtez et on peut éclaircir certains points. Donc ces derniers temps, j'ai construit de mes petites mains une infra pour mes collègues de SRS pour qu'ils puissent s'entraîner au pentest. Cette infra, je l'ai construit avec tout le matériel qu'il y avait au labo, mais on va en parler plus tard. Et l'idée, c'est de savoir comment j'ai pu construire ça, dans quel but, avec quel matos, avec quels moyens, quelle technologie, etc. Ok, donc je disais, je vais me présenter un petit peu histoire de contextualiser avec quels moyens j'ai pu monter ça, donc quel est un peu mon parcours et donc qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir créer une infra comme ça. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le même parcours, vous ne pourriez pas, ou au contraire, des fois, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour faire ce genre d'infra. Mais voilà. Donc pour la partie pentest, CTF, tout simplement, ça fait maintenant 2-3 ans que j'en fais assez souvent. Coucou HDFR qui est l'asso et le Discord serveur dont je fais partie, auquel on est allé au FIC récemment représenter nos couleurs. Sinon à part ça, sur des plateformes comme RootMe, HTB, ça parle à tout le monde. Voilà, donc concept de récupérer un flag pour montrer qu'on a réussi à compromettre un système. Et voilà. Ça c'est pour la partie CTF. Pour la partie infra, là pour le coup c'est plutôt mon stage de 4e année qui m'a permis de vraiment évoluer là-dedans. Parce que c'était un de mes sujets de stage, c'était de développer une infra en fait dédiée au pentest. Donc j'y connaissais pas grand-chose, je suis arrivé, on m'a présenté 12 technos qu'il fallait maîtriser. Du coup j'ai eu la chance au fur et à mesure du stage de toutes les maîtriser, de faire grandir l'infra, de voir plein de choses en termes de réseau. Et un petit peu aussi revenir après sur l'audit, puisque ça a été une autre partie de mon stage, c'est de faire, faire du vrai pentest pour le coup. Donc voilà. Petit laïus, mais c'est plus pour la forme, c'est que là, des fois, je vais employer des expressions du style c'est cool d'avoir un shell. Voilà, c'est pas cool d'avoir un shell dans la vraie vie sur une machine qui vous appartient pas. C'est cool dans un pentest, c'est cool sur un CTF. Mais voilà, petit laïus là-dessus, que j'ai aussi rappelé sur le wiki aux gens qui veulent tester ce CTF. Voilà. Donc, pourquoi monter une telle infra? Donc, en SRS, pour ceux qui auront la chance de faire cette majeure, vous verrez qu'on apprend plein de choses en termes de SOC. Donc, le fait de créer des infras sécurisées avec des sondes, avec de l'analyse de trafic pour vérifier que tout ce qui passe dans votre infra n'est pas, dangereux, entre guillemets. La partie pentest, en tout cas jusqu'à présent, on a un petit peu moins vu. On a vu pas mal d'exploitation de binaire, mais la partie pentest web et infrastructure, un petit peu moins. Du coup, moi qui aime vraiment ça, je voulais proposer ça à mes camarades de SRS, parce que je trouvais ça intéressant de voir les outils qu'on utilise, quelle est un peu la mentalité qu'on a quand on s'attaque. Voilà, si je vous donne juste une IP, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Si là tout de suite je vous donne une IP, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de trouver quelque chose qui vous permettrait d'avoir un shell sur cette machine? Donc ça c'est un peu le pourquoi. Après il y a le comment. Le comment c'est oui, avec quel matériel? Parce que là si je vous dis monter une infra, vous allez me dire oui mais j'ai que mon PC perso et je vous l'accorde. En l'occurrence si c'est pour chez vous, on a toujours tous un petit laptop ou un Raspberry dans un tiroir. Je suis sûr que tout le monde a ça chez soi. Et donc c'est pas une excuse, le manque de matériel on le trouve toujours. Et puis même le Bon Coin, eBay, un petit PC à 50 €, ça fait largement tourner un site web aujourd'hui. Donc c'est pas une excuse et en plus nous on a encore moins d'excuses en SRS, en GIST, en Técom puisque dans notre labo, donc ça c'est bon, j'ai fait un peu exprès, j'ai mis un peu le foutoir, mais c'est un tout petit exemple de toutes les machines qu'on a dans le labo. Elles servent à rien, c'est des tours qui sont là et que personne n'utilise. Donc je m'amuse, je pense que ceux qui traînent au labo m'ont déjà vu désosser des machines comme ça, récupérer des barrettes de RAM, récupérer des disques durs, alors des fois elles sont déjà vides. Mais voilà, ça m'amuse un petit peu de tout récupérer. Je t'observe un peu comme un klepto. Et puis dans notre local, comme j'ai la chance d'être root pour les SRS, c'est-à-dire que je gère l'infra qui permet aux SRS de travailler. Je ne suis pas tout seul, hein, mais je fais partie des gens qui font ça. On a accès à un local où il y a encore un petit peu plus de matériel. Donc vraiment pas d'excuses en termes de matos, sachant qu'aujourd'hui il vous faut pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai récupéré une tour. Alors on va commencer au début. Au début j'en avais qu'une. J'ai récupéré une tour, des barrettes de RAM, donc j'avais à peu près une vingtaine de gigas sur ma machine, si on cumule tout. Les tours c'est des i7.
Et les disques durs, j'ai plus de 1 Tera en général sur ma machine. Donc franchement, j'ai pas d'excuses pour pas monter une infra, pour pas monter de système. Il y avait largement de quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, si je prends mon Mac, il y a 8 Go de RAM. Là-dessus, j'en ai 20. Donc j'ai même beaucoup plus que nécessaire. C'est-à-dire j'allais pas m'amuser à monter juste un site web là-dessus. Au début, je savais pas trop où j'allais. Hein. Là, je vous ai décrit la partie CTF pour mes camarades, etc. Mais c'était un peu assez balbutiement à ce moment-là, où il n'y en avait qu'une. Mais je voulais m'amuser, voir ce que je pouvais faire avec. Donc comment ça commence Alors c'est là que je vais peut-être commencer à rentrer dans les technos que tout le monde ne connaît pas. Donc n'hésitez pas à m'interpeller si jamais ça vous intéresse. Proxmox OpenSense, c'est les 2 premières machines que j'ai installées. Donc là, je les ai installées sur du hyperviseur. Pour ceux qui connaissent les VMware ESXi, c'est l'équivalent en open source. Ça utilise le même genre de technologie pour faire tourner les VM. Pourquoi des VM? Parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais build un CTF. Et du coup, j'ai besoin de quelque chose qui va simuler une infrastructure entière. Mon infrastructure n'est pas le CTF, mon infrastructure héberge des CTF, si vous voulez. Et du coup, il me fallait quelque chose capable d'héberger des machines virtuelles. Et du coup, le VirtualBox, bien évidemment, n'aurait pas suffi. Du coup, on a des ISO, on a des OS qui sont faits tout simplement pour ça. Et Proxmox, c'est une technologie que j'aime bien, que j'avais l'occasion de manipuler pendant mon stage. Du coup, je me suis dit pourquoi pas retourner là-dessus. Pareil, OpenSense, j'ai une petite histoire avec ces routeurs, du coup, je les ai réutilisés. Alors pourquoi les routeurs? Parce que si là tout de suite, n'hésitez pas à répondre si vous savez, hein, si là tout de suite je vous donne une tour, votre ordi, donc en l'occurrence mon Mac, et je vous dis, avec cet ordi, vous avez juste le switch de tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas Internet, il n'y a rien, il n'y a pas de routeur, quoi que ce soit. Et je vous dis, tapez depuis votre ordi l'interface web du Proxmox, comme vous faites. Parce qu'il y a la console du Proxmox qu'on verra plus tard, là, qui ressemble un petit peu, c'est juste des petits bouts, mais il n'y a pas ça sur la console physique, ça c'est sur une interface web. Comment vous faites? Là, je vous donne un câble Ethernet, les 2 machines, comment vous faites? Quelqu'un a une idée? Ah, ça devient plus compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai montré l'infra. C'est pour me dire, tiens, est-ce que moi je savais, est-ce que j'avais la réponse au tout début? Oui, mais je voulais le faire quand même, de mes petites mains. Donc, quand il n'y avait pas encore de routeur, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'attribuer sur votre machine une adresse IP. Sur l'autre machine, vous attribuez une adresse IP dans le même subnet. Et soit vous les reliez tous les deux au switch, soit vous pouvez même les relier directement toutes les deux. Comme ça, vous pouvez discuter avec l'adresse IP de l'une et de l'autre dans les 2 sens. Mais comme évidemment, on sait tous, on n'a pas envie de faire ça à chaque fois, parce que dès que vous éteignez les ordis, ces choses-là, elles disparaissent. Du coup, et puis comme je savais que j'allais en rajouter d'autres, à un moment, il fallait un routeur pour faire toute cette partie à ma place. Pardon, hop. Toute cette partie à ma place. Du coup, OpenSense, c'est un routeur pareil, hein, donc un ISO open source, un OS open source, basé sur FreeBSD qui marche très très bien. Et comme j'avais eu l'occasion de trouver des petites vulnérabilités dessus et que j'avais discuté avec l'équipe, je les affectionne particulièrement. Du coup, j'ai décidé de l'utiliser. Et en plus, il y a beaucoup de plugins. On peut faire du DNS, on peut configurer des VPN dessus, etc. Donc, pour mes idées futures de l'infra, je savais que cet OS m'aiderait à faire Mumuse. Après, on n'avait pas Internet encore. Alors, je n'ai pas d'image du lab à ce moment-là, mais grosso modo, il faut vous imaginer mes 2 machines sous une table avec le switch par-dessus, et j'ai pas Internet. Donc, en soi, ça pourrait être faisable sans, mais imaginez, dès que je vais créer une VM, dès que je vais vouloir mettre à jour mes paquets, ne serait-ce que pour installer un site web, pas Internet, très compliqué. Puis pareil, ça veut dire que moi, tout mon trafic avec le DHCP, il est routé via l'OpenSense, et du coup, quand je veux sortir sur Internet, chaque fois, je suis obligé de débrancher le câble Ethernet, faire des trucs, rebrancher, upload les ISO, etc. Vraiment pas pratique. Et du coup, mon petit projet qui était à moi tout seul dans mon coin s'est transformé avec JB ici présent en on retape tout le labo de DSRS Técom Registre. Du coup, on a commencé à tirer des câbles. Alors, il y a eu des petites tensions avec les Técom parce qu'en fait, on passe par leur réseau à eux. Mais voilà, aujourd'hui, au contraire, je pense que ça a donné naissance plutôt à des bonnes relations. Du coup, aucun regret là-dessus. Petit à petit, j'ai commencé à avoir Internet. Donc j'ai eu pas mal de galères parce qu'au début, avant qu'on tire les câbles, j'avais testé plein de solutions. Testé avec la carte Wi-Fi que j'avais piquée au registre, qui m'avait gentiment passé. Sauf que FreeBSD, en fait, gère très très mal interface, NAT, sortie Internet. Du coup, c'était une solution qui ne marchait pas. Après, j'étais en 4G avec mon téléphone, mais vous vous doutez que c'est pas très pratique à chaque fois que j'arrive de rebrancher mon téléphone sur la tour, etc. Je voulais que ça marche un peu plus naturellement. Et du coup, on est obligé de tirer un câble Ethernet.
Et du coup, là, je pouvais gentiment avoir Internet dans mon infra. Alors ça, c'est un premier schéma. Promis, il y en aura un plus joli tout à l'heure. Ça, c'est pour montrer comment je travaillais au tout début avant qu'il n'y ait pas de Wi-Fi. Du coup, j'étais en câble comme ça à côté du switch, c'était pas très marrant. Et là, je commençais à me faire ma petite to-do list de tous les trucs que j'avais à faire. Donc c'est très moche, je suppose qu'en ligne, il ne voit pas très bien, mais ça, c'est une machine, ça, c'est le routeur, et ça, c'est un deuxième Proxmox que j'avais commencé à installer. Du coup, comme je savais, alors là, il faut se projeter un petit peu, je savais que je voulais commencer à construire la CTF, mais comment vous faites pour construire une infra dans une infra sans que tout le monde ait accès à tout, parce que voilà, j'ai pas envie que n'importe qui puisse lancer des VM à tout va, et je veux que les joueurs, ils arrivent et que ça soit un petit peu transparent pour eux, je leur donne une IP, ils l'attaquent, et tout le réseau qui va derrière, mais je veux pas qu'ils voient la partie à laquelle moi j'ai accès. Donc je me suis dit, première étape, c'est de créer une partie administration. C'est ce qu'on fait la plupart du temps quand on monte une infra. J'aurais pu toujours faire mieux sur cette partie, parce que souvent on fait des réseaux isolés, etc. Mais là, j'ai fait un petit peu autrement. Et du coup, voilà, promis le plus joli schéma. Ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un bounce, donc un rebond. Donc, en fait, il faut imaginer que ça, c'est une VM. C'est un autre OpenSense qui n'a rien à voir avec celui dont je parlais à l'instant. C'est une VM OpenSense qui me permet de simuler une petite infra. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 machines dans mon infra, donc le routeur et mon rebond. Et l'idée, c'est que moi, depuis mon ordinateur, imaginons que je suis là, je vais me connecter en SSH ici. Et depuis cette machine, avec des tunnels, je vais pouvoir avoir l'interface web dont je parlais tout à l'heure, qui permet de créer des VM, déposer vos ISO pour choisir quel OS vous voulez utiliser, etc. Et l'idée, c'est que si vous êtes connecté au switch, vous ne pourrez pas avoir l'interface web depuis l'extérieur. J'ai rajouté des règles de firewall qui permettent de bloquer. Voilà, comme ça. Donc quand vous êtes un joueur, imaginons que là, il y avait quelqu'un d'autre, il pourrait, entre guillemets, rien faire pour l'instant. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de CTF et il n'y a rien d'autre ici. Donc au moins, moi, j'avais ma partie admin et à l'heure actuelle, il n'y a toujours que moi. J'ai ma clé SSH et je me connecte ici et j'administre mes petites bidouilles. C'est pour ça que... Alors, hop, je vais me décaler. Ah, on ne voit pas ici, mais normalement, il y a un petit plugin rouge où c'est mon proxy qui dit que je passe par mon SSH pour avoir accès à ça. Et sans le proxy, j'aurais pas accès à cette interface web. Bon, avec du Wi-Fi, c'est plus cool. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous montre mon petit PC branché en Ethernet sur le switch. C'est pas très fun. Et puis pareil, pour les joueurs, ça voudrait dire, imaginons que je fais une session avec 10 personnes. Il faut qu'on trouve 10 câbles Ethernet. Alors autant il y a beaucoup de machines dans le labo, mais 10 câbles Ethernet qui ne sont pas cassés, ça devient un petit peu plus compliqué. Du coup, j'ai rajouté une carte Wi-Fi. Enfin, je l'avais déjà, puis c'est celle dont je parlais tout à l'heure où ça marchait pas. Mais je me suis dit, quitte à l'avoir, autant l'utiliser, mais cette fois non pas pour me connecter à Internet, mais pour moi distribuer Internet aux gens. Et puis, comme je vous le disais, c'est mon OpenSense. Donc ça c'est l'OpenSense, c'est la machine où il y a le routeur. L'idée, c'est qu'il fasse du DNS, parce que comme ça, j'aurai un petit DNS custom pour avoir mes CTF avec des jolis noms, etc. Et l'idée, c'est que justement, en gérant le DHCP, je peux aussi dire, tiens, les joueurs, ils vont se connecter, ils auront par défaut cette machine en DNS, et tout ça à travers tout le labo, et comme ça, tout le monde n'est pas obligé d'être agglutiné autour de la table, autour du switch. Et du coup, je trouvais ça une bonne idée. Puis moi, ça m'entraînait aussi à me dire, tiens, comment ça se déploie sur OpenSense en ayant une carte WLAN, comment je fais pour faire ça. Donc voilà, on a un petit Wi-Fi. Si un jour vous passez dans le labo et que mes machines sont allumées, normalement vous verrez ça si vous scannez réseau. Je vais rajouter une autre carte réseau parce que j'avais besoin du coup de 2 câbles. Alors ça c'était un petit peu avant, c'est quand j'avais besoin d'internet. Ce câble-là, en fait il n'y a que un port Ethernet sur les tours HP que j'utilise. Du coup voilà, il a fallu creuser aussi un peu le labo à la recherche de cartes réseau pour avoir un port en plus. C'était rigolo. Je fais un petit peu de bricolage. Bon là vous commencez à voir l'infra, la partie entre guillemets très bas niveau, elle commence un petit peu à être finie. Donc là, je peux m'amuser à faire les trucs un petit peu plus haut niveau où je m'amuse. Voilà, j'ai décidé de dire, je vais créer un wiki, je vais créer un truc où les gens pourront lire les scénarios, pourront lire les règles que je leur explique, etc. Et puis moi, pour ma partie admin, je vais pouvoir documenter tout ce que je veux. Et du coup, voilà, on va peut-être pas tout lire, mais l'idée c'est que je me suis dit, c'est la partie un petit peu créative et amusante du fait de faire des CTF, c'est que voilà, on peut créer un peu toutes les histoires qu'on veut. Donc là, je me suis imaginé une petite boîte, un petit peu à la ramasse en termes de sécurité, parce que je voulais pas un CTF trop dur, à la ramasse en termes de sécurité, qui fait appel à vous pour une raison un peu bidon. Et voilà, et l'idée c'est que vous allez attaquer cette infra. Donc là, je vais me décaler un petit peu. Ça, c'est le CTF. Donc il faut imaginer qu'en tant que joueur, vous ne voyez que cette partie-là.
que la partie qui commence au routeur. Et sur le wiki, vous avez en gros une IP. L'IP, c'est celle du routeur qui est ici. Et du coup, vous allez voir que ce morceau. Et du coup, vous avez accès à un site web. L'idée, c'est d'abord compromettre le site web, puis après compromettre toutes les machines qu'il y a derrière. Et du coup, après, une fois que toutes ces VM, je les avais créées, après, ça fonctionne comme si j'étais dans une infra normale. C'est-à-dire que j'ai un routeur, je vais faire du port forward pour avoir mon site web et mon SSH accessible depuis l'extérieur, etc. Comme si j'étais dans une infra classique. Et du coup, toute cette partie est transparente pour le joueur. Et c'est là où j'étais assez fier du projet, c'est que ça marche plutôt bien en général. Personne n'a vu les Proxmox, personne n'a rien vu. C'est comme si on arrivait dans un vrai CTF et c'était cool. Voilà, je vous ai remis une petite image du Proxmox, à quoi ça ressemble quand il y a quelques VM qui commencent à être allumés. Et voilà, on est large, hein, CPU usage, on est très très loin du 100%. Donc quand je vous disais qu'il y avait de la marge en termes de capacité avec mes 20 Go du début, c'était pas du mensonge. Et puis en plus, en termes de stockage en ROM, on n'a pas besoin de beaucoup, puisque une fois que j'ai créé mon scénario, une fois que j'ai créé mon site web, je ne vais pas y toucher, puisque je vais snapshotter en fait la VM à un instant T. À chaque fois que le CTF il sera fini, je vais restore la backup. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de logs qu'avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de trafic qu'avant. C'est pas comme un ordi personnel qui, avec toutes les photos, tous les films, etc., et toutes les applis qu'on télécharge, souvent, voilà, du jour au lendemain, on passe de 50 à 70 Go. Bon, bah là, j'en avais pas besoin pour mes VM, et du coup, c'est pour ça que j'ai de la marge sur mes Proxmox. Donc ça, c'est un aperçu du premier scénario. Je parlerai du deuxième qui est en construction tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le premier site web auquel vous avez accès. Donc là, dès que vous vous connectez en Wi-Fi, vous avez accès à ça. Vous tapez http://vitrine.ponable.srs et vous avez accès à ce site web. L'idée après, par contre, c'est d'aller compromettre celui-là auquel vous n'avez pas accès. Si je remets le schéma 2 tout à l'heure, ce site il est là, sur le back-end, et lui il n'est pas naté. Donc il va falloir d'abord compromettre cette machine pour pouvoir enfin accéder à celle-là, et après compromettre les deux autres qui restent. Mais à la limite ça vous ne le savez même pas au début, pour l'instant je vous donne juste le site web et puis c'est à vous de vous débrouiller. Et puis pour la petite histoire, j'ai déjà eu l'occasion de faire une session et c'était plutôt bien passé. C'est pas un CTF classique comme HTB où personne n'est là, vous êtes dans la nature et vous vous débrouillez un petit peu tout seul. L'idée c'est quand même que je sois à côté, j'ai envie de montrer des tools aux gens, j'ai envie de montrer des techniques aux gens. Typiquement, voilà, est-ce que quelqu'un aurait une idée de, une fois que j'ai compromis cette machine, donc imaginons que la vitrine.ponable, donc celle qui est la première qui est derrière le routeur, une fois que j'ai compromis, si j'ai un shell dessus, comment je fais pour accéder à celle-là qui n'est pas accessible du coup depuis le réseau où je suis? Est-ce que quelqu'un là tout de suite aurait une idée, un petit pressentiment de comment on pourrait faire? Ok. Du coup, je vous spoil. En fait, c'est la même technique que j'utilise pour manager le Proxmox. On va faire un boon sans SSH. Enfin, c'est une des techniques, hein, il existe plusieurs, mais on va faire des tunnels en fait. Et du coup, quand je vais me connecter en SSH sur la machine que j'ai compromise, je vais pouvoir utiliser son réseau et du coup faire traverser le trafic par cette machine et du coup accéder à celle-là. Cette fois, on voit bien le petit truc en rouge parce que je suis en SSH et du coup, j'ai activé mon proxy et du coup, j'ai accès au site web. Et puis après, à la toute fin, voilà, l'idée c'est de compromettre le PC du responsable informatique. Je trouvais ça rigolo de mettre un Windows parce que ça c'est le côté psychopathe, mais ça fait toujours plus réaliste d'utiliser un Windows plutôt que d'un shell en SSH sur Linux. Je trouvais ça rigolo d'avoir la vraie session de quelqu'un. Voilà, c'est des petits aperçus de shell quand vous comprenez Télémachine. De toute manière, je pense qu'on va faire une démo. Donc, je disais, c'est vraiment la partie où il faut m'arrêter parce que là, on a pas mal parlé d'infra. Là, c'est la partie CTF. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas on mettra sur pause. Donc voilà, donc ça, c'est le petit wiki dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est que là, vous avez accès au premier site web. Donc là, voilà, je vous montre qu'en fait, on a accès, le DNS, c'est moi qui le gère. Et vous avez juste à vous connecter en Wi-Fi, c'est automatique. Donc voilà, on a accès à ce site. L'idée, c'est d'aller compromettre ce site. Je ne sais pas encore comment. C'est une approche que moi j'ai. Alors, je suis un petit peu biaisé parce que je connaissais le scénario. Mais globalement, c'est une approche que j'utilise quand je fais des machines sur HTB qui ne marche pas toujours à 100%. Des fois, il faut un petit peu voir les choses sous un autre angle. Mais l'idée fonctionne en général. Donc là, le premier Nmap qui permet de scanner les réseaux n'a pas marché parce qu'il n'y a pas le ping autorisé sur le firewall.
utiliser une autre technique qui permet utiliser un flag qui permet de bypass la vérification du ping et de quand même voir les ports ouverts. Et donc, spoiler, il n'y a que on l'a vu sur le schéma, il n'y a que du web et du SSH de dispo sur la machine. Donc je prends des notes, voilà, ça ne sert pas à grand chose pour la démo, mais l'idée c'est que voilà, quand vous faites un CTF, prenez toujours des notes sur ce que vous avez vu avant, parce que surtout du HTB où on a tendance à en faire 2 heures, à revenir 15 jours après et du coup à devoir tout recommencer si on n'a pas de notes. C'est utile. Et après on passe tout simplement à l'énumération de ce qu'il y a sur le site web. Donc là je veux juste savoir quelles sont les pages accessibles depuis le site web, parce que c'est pas parce que j'ai un index qu'il donne accès à toutes les pages qu'il y a derrière. Si j'ai un site web et si je vous dis voilà, toi tu as accès à la page de login et c'est tout, mais peut-être qu'il y a une page qui s'appelle Toto et tant que je mets pas un lien sur la page d'index, tu le sauras pas. Du coup là, ce que je fais c'est que j'utilise une word list connue avec des noms de fichiers assez classiques et donc on voit quelque chose qui tombe assez rapidement, c'est le admin.php qui est dans ma word list du coup. Le tout, il va juste brute force. Il fait plein de requêtes HTTP, il regarde le code de réponse. Et si c'est un code qui est différent de 404, qui veut dire qu'il n'existe pas, il me dit tiens, je trouve un truc. Et du coup, on va pouvoir avoir. Je passe un peu vite dessus, mais le admin.php n'est pas accessible depuis l'index. Du coup, l'idée c'est d'accéder à cette page. Toujours pas de questions? C'est clair jusque-là? Comment ça marche? Ok, donc là je prends des notes, je dis tiens, l'admin.php ça pourrait être intéressant, parce que souvent dans une partie admin vous avez toujours des petites actions à faire en plus. Typiquement si je prends un WordPress, c'est ultra facile de modifier des pages PHP dans un WordPress et du coup je pourrais déposer un shell si c'est un WordPress. En l'occurrence c'est pas un shell, c'est pas un WordPress pardon. Du coup premier truc que je fais quand je vois du admin c'est tester des mots de passe un peu débiles. Alors ça peut paraître un peu ringard aujourd'hui de faire ça. Ça m'est arrivé en audit de trouver un utilisateur, d'utiliser le mot de passe et l'utilisateur en étant les mêmes. Du coup de passer admin sur un site accessible depuis Internet. Du coup là c'est ce que je fais, je teste des passwords un peu débiles. Comme en haut je vois aussi qu'il y a des trucs bizarres, je tente des choses. Voilà. On fait un peu n'importe quoi quand on fait un CTF, l'idée c'est de remarquer des comportements bizarres. J'aurais pu brute force le mot de passe, mais comme je suis pas sûr que l'utilisateur c'est admin, ça aurait été une perte de temps. Donc je teste les trucs un peu débiles, si ça n'avait pas marché j'aurais continué dans une autre direction. Mais là en l'occurrence, vous verrez qu'il y a un mot de passe par défaut. L'idée c'est que cette machine, là on va passer un petit peu de temps à voir comment je l'ai compromis jusqu'au bout, mais l'idée c'est que quand on faisait une session avec les autres personnes de SRS, je voulais qu'on passe assez vite, de manière relative, qu'on passe assez vite sur cette machine pour justement qu'on puisse attaquer le reste du réseau. Du coup, c'est pour ça que dans la démo, je ne passe pas non plus 30 ans à chercher des trucs qui n'existent pas. Typiquement, des choses comme ça, on pourrait s'amuser à chercher dans tous les sens des injections SQL. En l'occurrence, c'était pas très long à découvrir qu'il n'y avait pas de base de données derrière. Et du coup, là, voilà, on voit qu'il y a admin qui fonctionne. Je vais juste accélérer un petit peu. Tac. Donc voilà, je note que voilà, brute force c'est pas nécessaire ici, et du coup on a quelques, voilà, je disais, on a toujours des petites commandes en plus sur la partie admin, on voit des choses rigolotes. Et là, pause. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Rien? On recommence. Si un jour vous arrivez sur un site, voilà, et que vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, Martin? L'output de la commande est direct sur. Ouais. Mais tu as dit l'output de la commande, mais comment tu es sûr que c'est une commande? Ça te fait penser à quoi ça? Quand tu as cliqué sur un mot essence, ça fait un tri. Ouais, voilà ça, une commande tri. Donc là, ça veut dire que derrière, dans le back-end, il y a quelqu'un ou quelque chose qui exécute une commande tri sur la machine. Okay, et donc, si lui exécute des commandes, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller exécuter moi aussi des commandes. Bon, évidemment, je ne veux pas exécuter tri, je veux exécuter d'autres trucs, quoi. Et du coup après, c'est de trouver de deviner un peu comment ça fonctionne. Hop, je vais accélérer un petit peu. Hop, je passe un peu deux. Donc voilà, donc là je mets des notes, je dis que ça ressemble à tri, etc. On s'en fiche un petit peu. Et du coup, l'idée après, c'est d'aller trouver sur la page où est-ce que ça sélectionne les commandes et de voir qu'est-ce qui se passe si j'en mets une autre ou si je mets, voilà, est-ce que je peux pas noter des résultats bizarres.
Là, je mets plop et j'ai carrément une erreur de SH qui me dit qu'il ne connaît pas la commande plop. Bon, bah, du coup, je sais carrément qu'il y a ce qu'on appelle une RCE, donc une exécution de commande à distance sur serveur. Voilà. Donc là, si je fais un ID, je vois que j'ai un utilisateur sur la machine. Du coup, c'est bon, j'ai une RCE sur la machine, je vais pouvoir la compromettre. En tout cas, pas passer route, mais je vais pouvoir avoir un premier shell. Du coup, ce que je fais là un petit peu en accéléré, c'est que je vais trouver un truc qui permet d'encoder en HTML un payload un peu bizarre qui permet d'avoir en fait un shell via TCP, du coup en reverse shell. Du coup, je vais écouter un port en local sur ma machine et je vais dire à la machine distante, connecte-toi à la mienne et quand je vais te passer des commandes, tu vas les exécuter sur ton serveur et l'output, tu vas me le renvoyer chez moi. C'est ce que fait un peu cette commande bizarre. Et du coup, je lui passe là, à la place du ID. Et voilà, donc là j'ai un shell. Donc je suis sur la machine à distance. Je suis l'utilisateur www.data, parce que l'utilisateur www.data c'est celui qui fait tourner les pages web en général sur Apache et Nginx. Du coup, mon idée maintenant, alors petite pause. Hop. Voilà, ça, je vous ai juste montré, c'est pourquoi il y avait une RCE sur la machine. On suppose qu'il y a un développeur, il a voulu faire plusieurs actions. Alors certes, il a utilisé système qui déjà n'est pas conseillé. Voilà, on n'exécute pas des commandes shell directement. Mais l'idée, c'est qu'il fait 3 if, il vérifie s'il a mis des commandes bizarres. Il aurait juste rajouté une condition, si ce n'est pas une des 3 commandes, tu fais rien, il n'y aurait pas eu de RCE. Mais comme il ne vérifie pas et qu'il balance quand même la commande qu'il a récupérée dans la requête, du coup, nous, on peut exécuter ce qu'on veut. C'est un peu tiré par les cheveux, mais encore une fois, je voulais passer vite et ça arrive toujours de rencontrer ce genre de choses. Alors plus sur les nouvelles technologies, puisque déjà en PHP, ça devient de plus en plus rare de développer en PHP, mais il y a des équivalents dans notre langage. Donc voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que je récupère l'IP de la machine. Je récupère l'IP de la machine où je suis, parce que je veux savoir dans quel sous-réseau elle est. Moi, je suis dans un sous-réseau qui est en fait l'équivalent d'Internet pour la machine. Mais moi, je veux savoir, elle, dans son LAN, qu'est-ce qu'il y a. Et du coup, ça va me permettre plus tard dans la démo, de comprendre où sont les autres machines et comment je vais faire pour les attaquer. Donc, encore une fois, pensez à prendre des notes parce que ça, c'est un peu bête. Mais une fois que là, j'ai compromis qu'une machine, mais imaginez un jour où vous en compromettez 30. Voilà, vous avez besoin de notes pour après faire un schéma réseau. Si un jour vous faites une restitution d'audit, si vous arrivez avec un schéma clair, vous avez un schéma presque plus clair que les archis qui ont développé l'infra, c'est cool. Parce que des fois en plus vous allez trouver des machines, eux ils savent savent même pas qu'elles sont dans l'infra. Et du coup c'est ultra important de prendre des notes. Du coup voilà, donc là on s'amuse, je vois un home administrateur et je vois qu'il a pris des notes. On va s'amuser. Donc ça arrive, hein, quand vous compromettez une machine, vous avez un premier shell. Si vous avez accès au répertoire des vrais utilisateurs de la machine, ils ont toujours des trucs perso, des notes, des PDF, des Word qu'ils ont déposés ici. Voilà, si aujourd'hui j'ai un shell sur votre Linux, Dieu sait ce que je peux trouver. Je trouve toujours forcément des choses intéressantes. Un petit fichier avec des passwords cachés. Un petit truc protégé, mais en fait pas vraiment, vous l'avez juste mis avec un point devant, comme ça se voit pas sur votre bureau. Donc je cherche des notes, et puis en fait on est passé vite dessus, mais l'idée c'est que les notes elles disent, tiens, moi administrateur, j'ai créé un autre utilisateur, que comme ça si je perds le mien, il y a toujours un utilisateur de backup. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux encore une fois, mais c'était rigolo dans le scénario. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais upload sur la machine un outil qui va permettre d'énumérer assez rapidement tous les fichiers, toutes les vulnérabilités qu'il y a sur le serveur où je suis. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien gentilles les notes de l'administrateur déjà, mais s'il y a une grosse vulnérabilité, je m'en fiche, je vais directement passer route sur la machine, parce que ça existe des services pas à jour qui permettent directement de passer route. Que ce soit la version du kernel, que ce soit par exemple récemment il y a eu PwnKit avec pkexec, on peut passer route directement sur la machine, même en étant www.data. Ah oui, passé cette étape, il n'y avait pas de si sur la machine, du coup ça m'embêtait un petit peu, mais c'est pas grave. Et puis en plus ça va énumérer tous les fichiers qui sont entre guillemets pas vraiment censés être là. Il va chercher un truc bête mais bien qu'il fait, c'est chercher le mot-clé password dans plein de trucs. Et du coup si à un moment il y a un code, un script fait par l'administrateur et qu'il écrit password égale il a mis son mot de passe, voilà, j'ai récupéré.
Typiquement, si vous faites un site WordPress, eh ben, vous aurez un fichier de config.php avec le mot de passe de la base de données SQL dedans. Ça peut être intéressant d'aller regarder. Souvent, si c'est fait custom en plus, le mot de passe de la base de données SQL, c'est peut-être le même que l'utilisateur de la machine, du coup ça vaut le coup de l'utiliser. Ouais, bon, on passe. Accélère encore un peu. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de T sur cette machine. Bon, je reprends le shell. Vous allez voir T, c'est cool, ça fait vraiment outil de hacker, c'est rigolo. Donc voilà, quand je vous disais que j'avais envie de présenter les outils aux gens qui font la session, c'est ça, c'est ce genre de truc. C'est des petits tips que si quelqu'un vous l'a pas dit, vous savez pas forcément que ça existe. Si vous traînez pas sur les serveurs Discord de Sécu, vous savez pas que ça existe. Mais en vrai, c'est ultra pratique. Et voilà, c'est vraiment un outil fait pour les enfants. Ça fait presque script qui dit en fait. C'est un outil où il te met du jaune fluorescent si c'est compromettable. Mais ça reste quand même un couteau suisse, du coup, pourquoi pas l'utiliser. L'important, c'est de comprendre. Quand il y a une vulne en jaune, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Parce que ça sert à rien d'exploiter un truc si on ne comprend pas du tout comment il fonctionne. Et puis l'avantage, c'est là où l'expérience parle un tout petit peu plus, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs. Je sais pas parce qu'il y a des trucs en rouge. Typiquement à page 2, voilà, je sais qu'il y a un Apache puisque c'est par là que j'ai compromis la machine. Donc voilà, il y a des trucs en rouge qui sont pas très graves et c'est là où l'expérience fait qu'on peut passer très vite dessus. Du coup là je vais juste à la recherche, je me base toujours sur les notes de l'administrateur, je vais voir s'il n'y a pas des fichiers qui me tapent dans l'œil. Et du coup en l'occurrence un petit peu plus bas. Hop. Oui, voilà, merci. Donc voilà, typiquement ça c'est cool, c'est passé assez vite, mais c'était tous les binaires qui sont setuid sur la machine. Du coup c'est les binaires qui pourraient potentiellement permettre de passer route directement. Et l'InPeace me met les versions dans lesquelles ils étaient vulnérables. Du coup là je suis passé vite dessus parce que je savais qu'il n'y avait aucun d'entre eux qui permettait de passer route. Mais dans un vrai CTF ou dans un vrai audit, ça peut valoir le coup de regarder. Typiquement pkexec, il est encore dans la mauvaise version sur beaucoup de machines. Du coup voilà, donc là je suis passé dessus, mais on a trouvé un dossier backup où il y avait un fichier qui s'appelle credentials.zip. Bon voilà, c'est pas trop dur de savoir que c'est pas un fichier ordinaire sur une machine. Et du coup l'idée c'est d'aller le récupérer. Alors ça c'est une autre partie intéressante, c'est que j'ai un reverse shell, c'est cool, mais c'est pas un SSH classique, hein. Je peux pas tout faire ce que j'aurais pu faire en SSH. Du coup l'idée c'est que je suis obligé de passer par netcat pour le récupérer en local. Donc je vais l'afficher dans un pipe sur le serveur, je fais un netcat en local, je vais pouvoir le récupérer sur ma machine à moi et pouvoir décompresser le zip en local. Du coup là je le décompresse et je me rends compte qu'il y a un mot de passe sur le zip, embêtant. Du coup on va tout simplement, voilà, j'utilise ma Kali pour utiliser un tool. Donc là je upload sur la Kali le truc que je viens de récupérer. Le zip que je viens de récupérer, et je vais utiliser un tool qui s'appelle Zip2John qui permet de convertir les zips au format de hash que peut lire John the Ripper, qui est un outil qui permet de brute force les mots de passe. Du coup là juste brute force en fait le mot de passe du zip pour voir si c'est pas un truc assez faible, parce que RockU contient quand même pas mal de trucs assez triviaux, et puis c'est un CTF, du coup on a l'habitude d'utiliser RockU. J'aurais pu mettre une word list un peu plus long, enfin un mot de passe un peu plus compliqué, mais ça aurait apporté sincèrement pas grand chose au CTF. Je voulais surtout que les gens utilisent John, utilisent Zip2John, réussissent à récupérer le zip en local. Déjà, en vrai, pour quelqu'un qui a jamais fait de CTF, là on était loin dans la journée, hein. Je me souviens plus JB, mais je pense que là on était déjà après manger, sachant qu'on voilà, je pense qu'on était, sachant qu'on y était déjà depuis 9h. Le fait de faire découvrir les gens, et puis là moi je vais très vite, j'accélère la vidéo encore. Mais les gens qui ne connaissent rien, on passe beaucoup de temps à chercher sur le site web des choses un peu inutiles. Le coup du tester les mots de passe par défaut, ça n'a pas réussi à tout le monde. Voilà, mais quand les gens ramaient trop, bien évidemment, j'étais derrière pour dire voilà, t'as cherché dans un coin, teste ça aussi, ça peut valoir le coup. Du coup, là, je suis en SSH sur la machine. Et tout simplement, dans le zip, il y avait donc les creds. John a cassé le mot de passe du zip, je peux le décompresser. Dedans, il y avait les credentials d'un utilisateur. Du coup, j'ai pu me SSH. Et comme l'utilisateur, il est sudo sur la machine avec toutes les commandes possibles, j'ai juste fait un sudo su. Je suis passé route. Et du coup, machine compromis de A à Z. Et du coup, dans la vraie vie, si dans un audit, vous avez à compromettre une machine comme ça, audit réussi, GG.
Et c'est déjà, je pense que des gens n'avaient jamais eu de reverse shell de leur vie. Déjà, c'était cool. Et en plus, après, d'être root sur une machine qui leur appartient pas, un petit sentiment de satisfaction, c'est intéressant. Ça, je pense qu'on a appris pas mal de choses. L'idée après, c'est je suis root sur la machine, c'est cool, ça reste un site vitrine. Il n'y a rien sur un site vitrine. Enfin, au pire du max, il y a une base de données, mais encore souvent la base de données est délocalisée. Du coup, faut que j'aille creuser plus loin. Et puis vous avez vu le schéma réseau tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un autre site derrière. Comment je vais faire pour le taper? Alors déjà, ah oui, là je me balade avant. Maintenant que je suis root, je peux aller voir quand même tous les fichiers dont j'ai envie. Et du coup, un truc intéressant, ça peut être regarder les bash history. Par exemple, celui-là n'est pas accessible, mais celui-là il l'est. Et du coup, on pourrait s'amuser à regarder les commandes qu'a tapé le dernier utilisateur. Souvent, des fois, ça vous arrive, vous tapez votre mot de passe, vous pensez que vous êtes dans votre sudo, et puis en fait non. Du coup, vous le tapez, et du coup, il atterrit dans votre historique. Du coup, bon, ça peut trouver des mots de passe dans un bash ou un ZSH historique. Du coup, là, je scanne le réseau depuis la machine. Bon, j'ai été sympa, j'avais mis Nmap sur la machine distante, mais de toute manière, comme j'étais root, j'aurais pu l'upload. Enfin même sans être root d'ailleurs, on aurait pu l'upload. Du coup, le Nmap me sort, et puis comme c'est sympa, il y a du DNS, il me sort toutes les IP qui sont accessibles depuis la machine où je suis. Et du coup, voilà, ça c'est le fameux intranet. Alors, dans la vraie vie, c'est là où on est un peu perdu, c'est qu'il y a 4-5 machines accessibles en plus. Où est-ce que je vais? Et du coup, l'idée, c'est plutôt... voilà, l'instant. Vous allez dans la direction qui vous plaît le plus. Un intranet, ça peut sembler sympa, parce qu'il y a des discussions d'entreprise, il y a des feeds, il y a peut-être des infos en plus qui vous permettront de mieux comprendre le réseau. On a vu qu'il y a 2 autres PC. Est-ce que les PC c'est intéressant? Bon, pas forcément, parce que sans crash, en général, il y a rarement de vulnérabilité sur un PC.